Cette petite pièce que nous déplaçons sur un damier en dit long sur nous, mais surtout sur notre époque. Depuis quelques années, on voit les échecs se développer partout. Alors, dans les parcs, mais aussi dans les séries, sur internet, un vieux jeu qui fascine soudain l'homme moderne. Et pourtant, ce jeu n'a rien d'inoffensif. C'est un duel, un affrontement. Et c'est étrange parce que nous, modernes et postmodernes, eh bien, on valorise plutôt la paix intérieure, la coopération, l'empathie. Ça n'a aucun sens, a priori, que ce jeu nous fascine. Et pourtant, ce jeu n'a jamais été aussi populaire. Pour comprendre cette étrange tension, eh bien, il faut revenir un peu en arrière. Revenons d'abord à la base de la civilisation européenne, c'est-à-dire la Grèce antique. L'art grec se caractérise par un certain paradoxe. Parfois, il y a un côté très harmonieux, et puis parfois, un grand chaos. Quand on regarde le disco-ball de Myron, on remarque bien cet équilibre. Chez les Grecs, la compétition était sacrée. La compétition honorait les dieux. Par exemple, sur ses frises et ses amphores. Quand on les regarde, on est de suite plongé dans les compétitions sportives de l'époque. La compétition est érigée en valeur absolue, en valeur cardinale. Elle est l'origine d'une certaine élévation humaine. Une grâce dans la contrainte, une harmonie obtenue dans l'effort. Et les Romains, plus tard, reprendront cette valeur, avec notamment leurs arènes et leurs gladiateurs. De cette compétition, notamment sportive, découle la rivalité. La rivalité, on pourrait dire que c'est la substantifique moelle de la compétition. C'est une compétition entre deux personnes. Et cette rivalité, on la retrouve dans beaucoup de mythes. Dans l'Iliade, par exemple, Achille est indissociable d'Hector. Et dans la Bible, nous avons par exemple David contre Goliath. Bref, la compétition semble inhérente au vivant. Mais il y a une période particulière où cette compétition a engendré un miracle. On est au XVIe siècle, à Florence, juste après la chute de Constantinople, et pendant l'expansion européenne en Amérique. Mais c'est aussi le moment des découvertes scientifiques, et c'est à ce moment-là que le commerce se développe. Mais c'est surtout à ce moment-là, je vais essayer de vous le montrer, que se développe la compétition. Les nouveaux peintres veulent concurrencer les anciens. Par exemple, Michel-Ange veut surpasser les sculptures grecques. Mais ces nouveaux peintres vont surtout se concurrencer entre eux. C'est pour cela qu'on invite Michel-Ange et Léonard de Vinci à réaliser 2 fresques face à face, à Florence. Mais la compétition, à ce moment-là, elle ne s'arrête pas là, puisque l'art, à l'époque, était surtout financé par ce qu'on appelle des mécènes. Le mécénat, c'est une compétition, c'est-à-dire que les rois d'Europe, comme Charles Quint, François Ier, pour affirmer leur pouvoir, vont créer une cour d'artistes, qui rémunère. Et tout ça, toute cette compétition, eh bien, ça donne la Renaissance. Pas de Joconde sans compétition. Voilà. Et c'est justement à ce moment-là, de foisonnement compétitif, qu'un jeu va particulièrement se développer. Et pourtant, ce jeu, il existait déjà depuis 2000 ans. Mais il va prendre essor à ce moment précis, et à cet endroit précis, en plein pendant la Renaissance. C'est un jeu entre 2 personnes, où on doit capturer le roi adverse. Alors ça pourrait paraître étonnant, non? Ça pourrait être un hasard. Les échecs se développent en Europe au même moment que Léonard de Vinci. Aujourd'hui, on a une mauvaise image de la compétition. On voit la compétition et la coopération comme des contraires. Comme si la compétition serait quelque part au détriment de la coopération. Et pourtant, quand on regarde ces tableaux, on voit des personnes assises et on sent une connexion. Il y a presque quelque chose de mystique. On voit bien, elles veulent gagner, mais dans les règles de l'art. Ces jeux et le sport, c'est justement l'étroite relation entre la coopération et la compétition. On se met d'accord sur des règles, par exemple sur la capture du roi, et on s'accorde sur le fait que personne ne va sortir de ces règles. Personne ne va prendre un pistolet pour terminer la partie. Voilà. Donc notre adversaire est parfois notre meilleur ami. Nietzsche peut parfois surprendre à la lecture. Il écrit par exemple qu'il faut chérir son ennemi. Il faut l'honorer. Pourquoi? Eh bien parce que c'est lui qui nous permet de devenir meilleurs, qui nous fait sortir de notre confort, qui nous met au défi. Nietzsche va plus loin, il écrit qu'il faut même être capable d'être un bon ennemi. Alors par ennemi, il faut entendre un adversaire, puisque l'ennemi traditionnel, c'est celui qu'on désigne par opposition à ce que nous sommes. Un adversaire, au contraire, c'est celui qui nous remet en question. On désigne un ennemi pour rester dans le confort, alors que l'adversaire nous met, au contraire, dans une forme de chaos. Il nous force à grandir.
Et aujourd'hui, eh bien, ce jeu des échecs, il n'a jamais été aussi populaire, en 2500 ans d'existence. La modernité, c'est justement la généralisation de la compétition à la société tout entière. Avant, on naissait paysan ou roi, et on avait un conjoint pour la vie. Mais maintenant, il faut lutter, il faut se battre pour son statut, pour son amour, et puis pour son travail. Une lutte constante. Et d'ailleurs, l'homme a plus que jamais besoin de lutter. Il cherche un objectif. On ne croit plus en Dieu, alors pourquoi lutter? Eh bien, pour la lutte elle-même. Les échecs, c'est exactement ça. C'est la lutte absurde. Le joueur d'échecs, ou le marathonien, finalement, c'est un Sisyphe. Sisyphe, c'est l'homme qui pousse inlassablement son caillou en haut de la montagne. Mais pour Camus, il faut imaginer un Sisyphe heureux. C'est assez étonnant. C'est-à-dire un homme qui trouve son accomplissement dans la lutte elle-même. Finalement, la bonne compétition n'est peut-être pas contre l'autre, elle est contre ce que nous étions hier. Vaincre l'adversaire n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt une manière de se voir grandir. Alors oui, la compétition peut nous blesser, elle peut frustrer, épuiser, elle peut même surtout nous faire souffrir, mais c'est elle qui nous rend meilleurs. Chaque jour. Avec elle, nous touchons du doigt le potentiel de l'homme.